Conakry, le 17 juin 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Un programme de formation sur les techniques de transformation des fruits est lancé à Kankan. Il vise à limiter la perte des fruits. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. Au sommaire encore, comment se portent les quintuplés 2 ans après leur naissance? La rédaction s'intéresse au quotidien des enfants qui avait défrayé la chronique en Guinée. C'est à la faveur du mois de l'enfant. Cannes, Égypte 2019, soutien au CILI national. Plus de 3,5 milliards de francs guinéens mobilisés par les entreprises de travaux publics. Le groupe Geekopress à lui seul donne 1 milliard de francs guinéens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention. Comment minimiser la perte des produits agricoles? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Un programme d'apprentissage sur les techniques de transformation des fruits est mis en place en Guinée avec l'appui de l'Union européenne. À Kankan, les coopératives et groupements viennent de bénéficier d'une formation dans ce sens. Alga Simba, reportage. À 685 km de la capitale, la ville de Kankan, une zone de production de fruits. Partout ici comme ailleurs, l'abondance des produits agricoles locaux est remarquable. D'où la nécessité de transformer ces fruits en produits dérivés. Conscients de la portée des pertes de production, ces différents responsables des coopératives et groupements agricoles échangent avec cet expert sur les techniques de transformation des fruits. Une façon de minimiser ces pertes qui s'élèvent à 120 milliards de francs guinéens par an dans le pays. Les opérations se subdivisent, disons, en plusieurs phases. Nous avons ce qu'on appelle les opérations préliminaires qui consistent à préparer la matière première, donc les fruits. Et pendant ces opérations préliminaires, ça consiste à faire les opérations de réception, de lavage, de dépulchage, de découpage et de broyage. Et après le broyage, s'il est question de faire du jus de fruits ou des boissons aux fruits, il sera nécessaire de faire une opération de pression à travers cette machine-là, ou bien celle-ci. Et de là, nous obtenons un produit semi-fini et nous préparons le sirop de sucre que nous ajoutons au niveau du jus. Et de là, ceci sera couronné par 2 autres étapes qu'on appelle la préparation de la boisson à travers la pasteurisation et nous terminons par le conditionnement et l'étiquetage du produit. Kankan est en pleine mutation. Le besoin d'insertion socio-économique des jeunes dans cette ville est grandissant. Ce partage d'expérience de 4 jours est une opportunité pour ces jeunes entrepreneurs de créer de la valeur ajoutée et de trouver une nouvelle source de revenus. Cela dans le but de réduire le chômage en Abaya. À travers cette formation, nous avons pu comprendre d'abord la différence entre le jus de fruits et la boisson de fruits. Ensuite, comment fabriquer la confiture et quelles sont les techniques de conservation de la confiture à une longue période. Aujourd'hui, nous pourrons valoriser la chaîne de valeur des fruits à Kankan et créer de l'emploi. L'importance de ce que j'ai acquis ici, je sais maintenant ici en Haute-Guinée, à Kankan précisément, que les fruits ne vont plus se gaspiller à ma présence. Je ferai tout possible d'encadrer maintenant les fruits qui sont à Kankan et dans les villages environnants pour au moins diminuer les gaspillages et pour me rendre économique et indépendante. Ce programme de formation sur les techniques de transformation des fruits est une initiative conjointe du gouvernement guinéen et l'Union européenne à travers le programme Integra ITC. Elle répond aux exigences du président de la République, celle de la mise en valeur des nombreuses opportunités de création d'entreprises locales en Guinée, une façon de vaincre la migration irrégulière des jeunes vers l'Europe. Le projet de construction de la route Bokeh-Kébou est lancé. Il est conjointement financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Les travaux vont coûter plus de 75 millions d'euros. Cette route régionale va désenclaver les zones de production agricole Bokeh-Kébou vers la Guinée-Bissau. Alassane Tondon Camara, Aboubakar Junior Camara. Cette route d'intégration économique de la sous-région s'inscrit dans la concrétisation du plan national de développement économique et social de la Guinée 2016-2020. Financé conjointement par le groupe de la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Une fois réalisée, elle facilitera non seulement les échanges commerciaux,
et permettra aussi de désenclaver les zones de production agricole dans la région de Bokeh. La vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est de relier notre pays à ses pays voisins. Aujourd'hui, c'est l'atelier de lancement de la route qui va relier Bokeh à Kebo, donc long de plus de 80 km, et dont le financement est assuré par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, qui va permettre une liaison plus certaine de la Guinée à la Guinée-Bissau et s'assurer que nos concitoyens beaucoup d'entre eux qui ont perdu leur vie en empruntant les bacs puissent que cela soit un lointain souvenir. Le lancement de ce projet regroupe à Conakry les experts de la Banque africaine de développement, les cadres des départements du plan, des travaux publics et des finances. L'objectif est de réfléchir sur les méthodes d'exécution du projet, ce qui prouve le soutien constant des partenaires financiers dans le programme de développement de la Guinée. Une route qui va permettre d'assurer l'intégration régionale. C'est pas seulement la construction de la route, il y a aussi d'autres activités créatrices d'emplois. Nous construisons des routes aussi pour l'évacuation des produits agricoles et nous voulons effectivement à partir de ce projet désenclaver la Guinée. Ce projet est réparti en 3 phases. La première portera sur le lot 1. Dans ce lot, la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Tingilinta du côté de la Guinée et la réalisation d'un pont sur le fleuve Kogon à la frontière avec la Guinée-Bissau au compte du lot 2. La réalisation de ces ponts permettra de mettre fin définitivement au calvaire des usagers. Nous remercions très sincèrement le gouvernement guinéen, notamment le ministère des Travaux publics, les partenaires techniques et financiers et surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Le corridor Bokeh-Kébou vient allonger la liste des projets de construction des routes frontalières comme l'Abbé Sénégal, Lola Côte d'Ivoire et Koya-Pamalap. Ces efforts du gouvernement et ses partenaires concourent à désenclaver le pays pour une meilleure intégration économique et sociale. Dans l'actualité encore, une mission gouvernementale séjourne à Moyenne-Guinée. Objectif à expliquer aux populations à la base le bien fondé de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. La démarche vise à accélérer le développement des zones rurales. Sadou Bari, Maïmouna Belayalo suivent la délégation dans les différentes collectivités du Fouta. Regardez. Doter les communes rurales du pays en infrastructures socio-économiques, c'est l'ambition qu'affichent les autorités de la Troisième République. Pour réussir ce pari, le gouvernement prévoit de mettre à la disposition des collectivités locales 2000 milliards de nos francs à travers l'ANAFIC. L'Agence nationale de financement des collectivités a été créée, qui s'appelle ANAFIC, et pour lequel il sera mis à disposition 15% des revenus miniers annuels que le gouvernement va engorger pour pouvoir financer les projets prioritaires définis par les collectivités elles-mêmes afin que le gouvernement puisse aider à booster la résorption de déficits en termes d'infrastructures que nous avons dans ces collectivités, que ce soit en termes de centres de santé, en termes d'équipements pour les jeunes, en termes d'hôpitaux ou d'ouvrages de franchissement, de ponts, en termes d'aménagement de pistes, d'aménagement d'espaces agricoles. En tout cas, nous sommes prêts, gouverneurs, préfets, sous-préfets et même les maires, à accompagner les collectivités pour que la politique déclenchée par le président soit une réussite totale dans notre pays. Une partie de ce montant sera payée par les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale et l'AFP. Ici à Dalaba, point de ralliement des administrateurs et des élus locaux, des régions de Mamou et de l'Abbé, la mobilisation était totale pour comprendre le concept d'ANAFIC et son impact dans le développement de leur localité. Quand on a affaire à des élus, ils ont intérêt à avoir des résultats, sinon ils ne vont pas être réélus. Donc c'est déjà un sujet de satisfaction et d'assurance pour nous et pour nos partenaires. On va aller vers les collectivités, on a sélectionné déjà des endroits où il y a déjà des investissements pour les inaugurations, là où il y a des poses de première pierre. C'est une question d'organisation interne. Outre le développement des infrastructures socio-économiques, l'ANAFIC crée de l'emploi pour les entreprises locales, car elles sont les premières bénéficiaires des marchés pour le développement à la base.
Allons à présent dans le Kakandi. La région de Boké bénéficie de plusieurs projets de développement communautaire. Il s'agit de la réalisation des édifices publics et des micro-projets communautaires. Le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Somparé, était dans la région pour lancer les travaux dans le cadre de l'ANAFIC. Reportage Mamadou Saliouba. Dans la région de Boké, les 37 communes rurales et urbaines sont couvertes par le projet de développement financé par l'Agence nationale de financement des collectivités. La commune rurale de Dabis, par exemple, bénéficie d'un bloc de logement pour les fonctionnaires. D'autres micro-projets seront aussi réalisés dans cette localité pour booster l'économie locale. Et l'ensemble de ces communes ont choisi le micro-projet à réaliser à travers leur plan d'action et d'investissement 2019. À Kolia, dans la sous-préfecture de Bintou-Modia, les travaux de rénovation et d'extension de l'école primaire de la localité sont lancés. Plus loin, dans le district de Lintan, il sera réalisé un forage et un magasin pour les groupements féminins. Des édifices dont la réalisation est accordée aux entreprises locales. Je vais respecter le délai terminé même avant les 3 mois. J'ai 3 équipes de maçons, des équipes commando efficaces, disponibles et vraiment compétentes. Que lorsque l'on amène du financement dans une collectivité, c'est non seulement pour accroître les infrastructures, mais aussi pour générer de l'activité économique auprès des entreprises de cette localité. Et la question de genre, vous le savez très bien, le président de la République a toujours été favorable à la promotion des femmes et des jeunes. L'exécution de ces projets devrait accélérer le développement des collectivités, notamment par l'amélioration de l'accès des communautés aux services sociaux de base. Notre temps fort de cette édition, la population de Wourekaba dans la préfecture de Mamon disent oui à la nouvelle constitution et le fait savoir ce week-end à travers une forte mobilisation devant le ministre des Sports, Sanassi Bantamasso, un des fils de terroir. Les habitants de Wourekaba s'engagent également à la consolidation de la paix. Ablaziz Baldi, reportage. À 65 km de la ville de Mamon, la sous-préfecture de Wourekaba, cette commune rurale a bénéficié récemment de plus de 2 milliards de francs guinéens au compte de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités. Satisfaites de cette initiative présidentielle, les populations de Wourekaba sont sorties massivement en signe de reconnaissance aux efforts du chef de l'État pour les nombreuses réalisations. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui. Ici à Wourekaba, nous sommes entièrement prêts à soutenir le professeur Alpha Condé et ce pour toujours. Nous ne nous préoccupons pas de l'avis des autres. Il nous a construit des écoles et des centres de santé. Pour cela, nous le soutenons. Dans la foulée, le débat sur la nouvelle constitution s'invite dans la danse. Je suis très fier d'être Wouréen et très fier d'être Guinéen. Au nom de toute la jeunesse wouréenne, nous disons au professeur Alpha Condé de rester en paix. En ce qui concerne Wourekaba, c'est oui. Oui à la nouvelle constitution, à la révision de la constitution. Autre fait marquant de cette mobilisation, la remise d'un montant de 200 millions de francs guinéens offert par le chef de l'État aux femmes de Wourekaba après une formation en teinture et en saponification. Une formation assurée par l'ONFPP, Office national de la formation et de perfectionnement professionnel. Nous sommes outillés en teinture et en saponification. On nous a donné une somme de 200 millions de francs guinéens. Alpha Condé nous a aidés, que Dieu l'aide dans ses projets. Cette population agro-pastorale s'engage à la consolidation de la paix et le renforcement de l'unité. Des prières pour l'équipe nationale ont été dites par la notabilité. Depuis quelque temps, certaines associations et ONG fonctionnent à l'opposé de leur champ d'action clairement défini. La question préoccupe le gouvernement. Cet après-midi, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est monté au créneau et met en garde contre l'amalgame des prérogatives. Général Bourema Condé au micro de Ali Akama. Depuis quelque temps, nous vivons au quotidien la floraison des déclarations et autres communiqués
émanant de structures se disant tantôt associations, tantôt sociétés civiles, si ce n'est pour nombre d'entre elles tout simplement un anonymat plat. Il me plaît de rappeler à l'opinion nationale et internationale que les ONG, mouvements associatifs et leurs dépendances sont l'expression d'une volonté démocratique de la gouvernance guinéenne qui trouve en ses acteurs des partenaires contribuant efficacement au développement socio-économique, culturel, sportif, mais surtout au maintien de la paix dans notre cher pays. L'article 4 de la loi 013 fixant le régime des associations en République de Guinée précise le caractère apolitique et le but non lucratif de ces associations. Le constat factuel, malheureusement, met aujourd'hui sous les feux des projecteurs des ONG et autres associations politico-politiciennes passées maîtresses en propos aussi incendiaires et incohérents les uns que les autres. Tout est à l'opposé des objectifs déclinés dans l'agrément dont ils sont bénéficiaires pour ceux ou celles qui en détiennent un. Une telle propension à l'anarchie dans le régime et dans la gestion du mouvement associatif, qui est noble dans son essence, il faut le préciser, ne saurait se perpétuer impunément. J'en appelle conséquemment à l'esprit citoyen des responsables d'ONG, d'associations et leurs dépendances, de se conformer dans leurs actes et dans leurs propos au strict respect des dispositions contenues dans les lois 013 fixant le régime des associations et 014 régissant les groupements économiques à caractère coopératif. En tout état de cause, et passé le présent communiqué, mon département se réserve le droit de prendre dans un premier temps des sanctions disciplinaires administratives allant jusqu'au retrait de l'agrément et dans un second temps, saisir qui de droit pour que prennent fin ces manquements. Général Bourema Kandé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. À la faveur du mois de l'enfant, nous revenons sur l'histoire des quintuplis. Une histoire qui a défrayé la chronique en Guinée il y a 2 ans de cela. Vous le savez, notre équipe de reportage est allée à la recherche de la famille. Les enfants se portent bien. Fatima Toujano fait une immersion dans le quotidien des enfants quintuplis. Regardez. Aboubakar, Alpha, Lamine et Yaya sont tous nés le même jour d'une même mère. À leur naissance, le 16 janvier 2017, ils étaient 5. Un mois après, la seule fille du groupe a rendu l'âme. C'était au Maroc, dans une clinique où la grossesse multiple de Mawa a été conduite à terme. Alors que l'état de cette future mère paraissait compliqué, le gouvernement avait assuré son évacuation sanitaire. La prise en charge au royaume chérifien a duré 6 mois. Le reste du suivi a lieu au pays, dans le secteur de Tanene Permanence à Matoto. Avant quand même mon évacuation jusqu'au Maroc, j'ai été bien suivi, tout s'est passé dans les conditions normales. Vraiment, mais depuis mon retour, non. J'ai eu du mal jusqu'à ce que les enfants aient 2 ans, 4, 5 mois. J'ai traversé des époques difficiles. Mais Dieu est grand, on espère. Avec le temps, Mahawa a appris à vivre avec les enfants. Chacun d'eux a son comportement et ses caractères. Élever les quadruplés est une expérience difficile pour cette mère dont le mari a du mal à joindre les 2 bouts. Pour les parents, après la traversée de la zone de fragilité sanitaire, des soucis financiers se profilent à l'horizon. À la prochaine ouverture des classes, ces quadruplés seront à l'âge de fréquenter la maternelle. Il y a des besoins qui s'accroissent à chaque fois qu'ils grandissent. Nourrir 4 enfants à la fois, même âge. Au moins s'ils avaient d'autres à 5 ans, 6 ans, 10 ans, je peux comprendre, mais
tous à même âge comme ça, ce n'est pas chose facile. Nous traversons des moments difficiles. Mon mari ne travaille pas, il se débrouille. Moi, je suis diplômée sans emploi, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Pour l'entretien de ses 4 premiers enfants, la famille Djoubaté continue à parler aux âmes charitables. En attendant d'autres assistances réelles, en plus de celles du gouvernement, la famille Djoubaté supporte avec honneur et espoir sa charge. Les parents continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes à ce qu'ils qualifient de don de Dieu. Fatima Touyalo, merci pour ce reportage. Direction New York, où la délégation guinéenne multiplie les contacts. Les ministres de la coopération et de l'action sociale ont rencontré les partenaires bi- et multilatéraux et les ont présenté le programme national d'inclusion des personnes souffrant de déficience. Objectif, mobiliser les fonds nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Fatoumata Samora depuis New York. En marge des travaux de la 12e session de la conférence des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la délégation guinéenne a rencontré des partenaires bilatéraux, du FNIAP à la représentation permanente de la Finlande en passant par le PNUD et le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Aja Maria Massila et Dr Jenny Keita ont fait un plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur du programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes victimes de handicap. La vision encore plus grandiose d'une Guinée inclusive et accessible est déclinée par les émissaires du président de la République. L'accent a été mis sur le renforcement du dispositif institutionnel, l'affinage des données statistiques, l'autonomisation socio-économique et la mobilisation des ressources. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le gouvernement a ouvert une ligne budgétaire. Ces rencontres ont offert à la délégation guinéenne la chance de souligner les réalisations de la Guinée en matière d'handicap et de réaffirmer l'engagement du gouvernement guinéen à assurer la pleine inclusion des personnes en situation de handicap. Certes, pas d'engagement formel et immédiat, mais la délégation retourne avec un carnet d'adresses sur des bailleurs potentiels identifiés et un espoir de démarrage du programme avant la fin 2019. Et puis en plus bref, conférence intergénérationnelle des femmes et filles leaders pour la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO et le Sahel. La rencontre se tient en ce moment même ici à Conakry. Elle est organisée par le réseau du fleuve Mano pour la paix. 9 pays partagent leur expérience dans la gestion des conflits. Le reportage de Makale Soumada, les prochaines éditions des formations. Une mission de l'Union africaine en séjour de travail dans notre pays, c'est dans le cadre de la campagne de plaidoyer en faveur de la charte de la renaissance culturelle africaine. La mission a échangé avec les artistes et acteurs culturels pour trouver des stratégies en vue de vulgariser la charte qui vient d'être adoptée par les députés. Hilal Silla signe le reportage. De la renaissance culturelle africaine. C'est ce document de 15 pages qui a été adopté en janvier 2006 à la 6e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En Guinée, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 11 juin dernier, puis présentée aux hommes de culture pour sa promotion et vulgarisation. Nous sommes très satisfaits de notre visite interafricaine guinéenne. Nous sommes d'autant plus satisfaits que nous avons pu être témoins de la ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons pu rencontrer les acteurs du secteur créatif guinéen. Les résultats sont très impressionnants. Il reste du travail à faire à travers la mise en œuvre de la charte. Nous allons y travailler ensemble. Avec l'adoption de la charte de la renaissance culturelle africaine par les députés et après sa promulgation par le chef de l'État, la République de Guinée deviendra ainsi le 14e État membre de l'Union africaine à ratifier ce bijou pour la renaissance culturelle africaine. Le ministère va très rapidement
faire au niveau de la présidence une proposition de décret. Nous pensons que le président de la République va, n'est-ce pas, donner ce bijou-là au monde culturel, que non seulement la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins soit promulguée par décret, mais aussi la loi sur la charte de la Renaissance africaine, et qui sont des outils essentiels. Pour ces hommes de culture, c'est tout simplement le moment rêvé pour la Guinée de faire son comeback culturel. J'espère que ça va venir résoudre beaucoup de problèmes. Et la Guinée, c'est vraiment qu'il était temps. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ratifié, mais on ne sait pas ce que les gens attendent, parce que l'Afrique n'a que sa culture à offrir. Parce que sur ce terrain, ils sont imbattables. À noter que la présente charte remplace la charte culturelle de l'Afrique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 13e session ordinaire à Port-Louis du 2 au 5 juillet 1976. Cannes, Égypte 2019, à Conakry, la collecte de fonds en faveur du Sili national se poursuit. 3,350 milliards de francs guinéens sont mobilisés par les entreprises évoluant dans le secteur des travaux publics. Le groupe Guico-Press, à lui seul, a offert 1 milliard de francs guinéens pour le Sili national. C'est le plus grand donateur pour l'instant. Ousmane Kamara, Yara le reportage. Une autre journée de collecte pour le comité de soutien au Sili. La moisson est bonne. 3,350 milliards de francs guinéens sont mobilisés. Ils sont octroyés par des entreprises évoluant dans les bâtiments et les travaux publics. Dans ce lot des donateurs, la palme revient au groupe Guico-Press qui offre 1 milliard de francs guinéens pour accompagner le 11 national. Un acte de patriotisme salué par le ministre des TP. Je veux remercier Monsieur le Président de l'entreprise guinéenne de construction, M. Kerfala Personne Camara, qui a contribué à hauteur de 1 milliard de nos francs guinéens. Les entreprises Enanchin, qui a contribué à hauteur de 500 millions de francs guinéens. L'entreprise CRBC, qui réalise la route Koya-Mamoun-Dabola, qui a contribué à hauteur de 500 millions de francs guinéens. L'entreprise CGC, qui fait aussi des travaux ici à Conakry, à l'intérieur du pays, a contribué à hauteur de 500 millions de francs guinéens. L'entreprise Guiter, guinéenne de terrassement de M. Kaba, en Soumane, a contribué à hauteur de 350 millions de francs guinéens. Et l'entreprise Cibitec, qui réalise les voiries de Conakry, aura contribué aussi à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Lors du passage du comité il y a plus d'un mois, le ministre Naïté avait promis de mobiliser les entreprises de travaux publics pour la cause nationale. Cette cérémonie de remise est l'illustration de cette volonté saluée par le président du comité. Ce que nous venons de vivre, j'ai préféré moi-même prendre le micro pour vous remercier de vive voix au nom du comité et au nom du ministre des Sports qui a bien voulu mettre ce comité en place. J'avoue que la contribution de votre département, vous l'avez tenu la dernière fois ici, cette promesse, que c'est une contribution qui dépasse notre entendement. La contribution du groupe Guico-Press est jusque-là le plus gros montant déboursé pour le Sili national depuis le début de cette collecte. La moisson du jour vient donc s'ajouter au montant déjà collecté et sera utilisé à bon escient, promet Général Mathieu Mbangoura. On ne change pas de sujet. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN 2025 poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. L'action vise à sensibiliser et mobiliser les populations autour du projet COCAN. À Kindia, le comité a eu des entretiens avec les autorités administratives et locales. La délégation a visité le stade Fodé-Fissa et quelques infrastructures sportives. Manga Fodé-Touré fait le point. C'est un entretien entre le comité et les autorités de Kindia autour d'une question d'intérêt national, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le COCAN ne veut pas être surpris. Il sensibilise d'abord les autorités sur les enjeux du projet. Plusieurs atouts sont relevés par la délégation. À travers des propositions, Kindia prouve sa volonté d'abriter une partie de la CAN 2025. À Kindia, c'est une joie pour tout le monde. Le comité d'organisation avait demandé pour Fourguiagbe 50 hectares. Mais pour le moment, on a les 47 assurés.
Et nous sommes en train de négocier une superficie qui est en bas, qui est à côté du bas-fond, pour pouvoir compléter les 50 hectares. Afriguiagbé, c'est une population enthousiaste pour accueillir des équipes au compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après évaluation du potentiel, l'équipe des experts ne doute pas des potentialités pour la réalisation des infrastructures. Techniquement, tout est possible. Et après, c'est une question maintenant de planification, de pragmatisme et même d'intégration des futurs ouvrages dans le plan de développement de la ville. Ce dont nous sommes sûrs maintenant, c'est que les surfaces sont tout à fait disponibles et en quantité. Ces visites ne sont qu'une petite partie de la première phase de cadrage du projet. Les autorités de la ville pépinière du football guinéen ne trouvent pas la tâche difficile quant à l'implication des populations dans ce projet. L'amour pour le sport roi dans cette localité relève d'une tradition. Beaucoup de ses fils ont hissé le drapeau du football guinéen et marqué de nombreux fans du Kiron. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.